Bonjour sur la chaîne Pepin Kiwi et bienvenue dans cette toute première vidéo pour mon bilan de lecture de l'année 2025. Donc on se retrouve sur cette nouvelle chaîne que j'avais envie d'ouvrir pour la première vidéo. J'avais pas forcément envie de commencer la chaîne avec une présentation de moi. J'avais vraiment envie, cette idée ancrée dans ma tête, que la première vidéo de Pépin le Kiwi, ce serait un bilan de mon année 2025 sur les lectures. Donc c'est ce qu'on va faire, et mon petit chat qui passe. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et tout ce qui va être un petit peu plus présentation de la chaîne en tant que telle, ça viendra dans un second temps, dans une vidéo la semaine prochaine très certainement. Donc il faut savoir qu'on va surtout parler de livres, de lecture, de tout ce qui passe, tout ce qui tourne autour. Et c'est parti pour le bilan 2025. Donc en 2025, j'ai lu un total de 71 livres. 71 livres, ce qui est pas mal, on va pas se cacher. Je suis très contente d'avoir lu ces 71 livres. À ces 71 lectures, il faut ajouter 3 abandons, donc 3 livres que j'ai abandonnés. C'est rare que j'abandonne des livres, là vraiment c'est parce que j'ai pas pu, ça n'allait pas du tout. Ces lectures-là n'étaient pas faites pour moi. En termes de support, je lis beaucoup numérique, donc sur liseuse. Il faut savoir que j'ai lu du coup 43 e-books et 28 livres papier. Moi j'aborderai un peu le pourquoi, mais la raison toute simple c'est que j'ai une liseuse et que c'est plus simple de lire sur liseuse. Donc voilà, on est là-dessus. Après, en termes de répartition sur l'année, c'est à peu près équilibré. En janvier, donc on a 6 lectures, en février et mars aussi. En avril et mai, 5 lectures. En juin, un peu moins, on est à 3 lectures. Donc c'est tout, hein, c'est juste un petit peu moins. Juillet, on est à 4, ça a commencé à remonter. Août, on est à 9. Alors août, tout simplement, j'étais en vacances. Donc on est parti 15 jours pendant lesquels j'ai beaucoup lu, tout simplement. Donc on est à 9 lectures en août. En septembre, on est à 6 lectures. Octobre, 7. Novembre, 7. Et décembre, 7. Donc c'est assez équilibré, on est toujours 5-7 lectures par mois. Après ça dépend bien sûr de la taille du livre, le nombre de pages, le type d'écriture aussi. Enfin il y a beaucoup de choses qui varient, c'est tout simple. Ensuite je voulais parler un petit peu de mes thèmes de lecture. Pour qui le livre est adressé. Donc j'ai lu 39 livres en adulte, 24 en young adulte et après 4 ados, 4 enfants. Donc c'est pas forcément comme ça que moi j'aurais trié en fait les lectures. C'est les tri livres addicts, j'avoue que j'ai pas tenté de remettre dans les cases. Les livres, ça donne une bonne vision d'ensemble, comme ça vous savez un peu tout sur ces lectures là. En termes de genre, je vais pas rentrer dans tous les détails s'il y a certains livres qui sont qu'un seul, donc vous aurez ici le petit panel de toutes les lectures. J'ai quand même 23 lectures de fantasy, 11 de fantastique. Alors moi je sais pas faire la distinction des deux. Voilà, fantastique, fantasy, monde imaginaire, magie, c'est pas notre quotidien, on s'évade. Voilà. C'est grosso modo une grosse partie parce que ça fait quand même, attention les calculs, 34 livres. Donc la moitié de ce que j'ai lu. Ce
qui est, bah voilà, c'est ce que j'aime, c'est ce que je lis. J'ai quand même 11 romances, c'est vrai, j'en lis de plus en plus, j'en avais jamais vraiment lu en cherchant à avoir de la romance. Là maintenant c'est vrai que distillé, j'aime bien. Lecture cosy, tout doux, surtout au printemps, été, j'aime bien. On a 5 science-fiction, alors pareil, j'aurais peut-être pas forcément classé les lectures de science-fiction comme ça, mais écoutez, 5 science-fiction. Et on a 3 policiers. Après c'est très éparpillé. Policier, c'est vrai que j'aime un type très précis de policier. C'est surtout une saga que je veux lire tous les tomes. Donc je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo de cette saga qui est chère à mon cœur et que j'ai envie d'avancer. C'est juste que les tomes sont... Je me vois pas en lire 2 de suite, mais même 3, 4, 5. Enfin voilà, c'est 2 par an, c'est bien. 3, c'est génialissime, mais il y en a quand même encore pas mal à rattraper. Donc voilà pour le panel grosso modo de mes lectures. Où j'en suis, les petites statistiques qui font plaisir, etc. Ensuite, je me suis dit que ce serait vraiment sympa de présenter un petit peu mes meilleures lectures, ce que j'ai vraiment kiffé là en 2025 de lire, parce que je trouve ça intéressant. Donc je vais peut-être aller chercher, si j'ai les livres en papier pour pouvoir vous les montrer, et tout ce que j'ai sur liseuse, je vais incruster tout simplement les images là à côté de moi, il y a la place. Donc je vais aller faire ça, je vais aller chercher tout ce que j'ai en papier pour pouvoir montrer au fur et à mesure. Donc je voulais présenter quelques livres qui m'ont marqué là cette année, qui ont été des très bonnes lectures, un petit peu expliquer pourquoi aussi. Donc on va partir du livre, je sais pas dans quel sens je fais la meilleure note, la pire note. J'ai pris les livres que j'avais mis entre 17 et 20 sur 20, en sachant qu'il y en a quelques autres où j'ai mis pareil les notes dans ces eaux là, mais où je vais pas forcément en parler aujourd'hui, peut-être un autre jour. Donc on va commencer avec le livre que je voulais mentionner, quel j'ai mis la note de 17 sur 20. C'est vrai que 17 sur 20, ça mériterait peut-être plus. Pour moi, 17, c'est la note de... Ça m'a plu, je vais m'en souvenir, c'était grave cool, mais c'est pas non plus le coup de cœur qui fait que je veux l'avoir dans ma bibliothèque forcément, que je relirai peut-être, c'est pas sûr, on verra bien. Donc le premier, c'est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana. C'est le premier livre que j'ai lu de Sangu Mandana, de cette autrice. Je voulais tester tout simplement Cozy Fantasy, voir un petit peu si ça me plaisait, etc. Ça m'a beaucoup plu. Franchement, l'univers était vraiment sympa. Je sais pas si je refais un petit résumé ou pas. C'est l'histoire d'une petite sorcière qui, quand elle était toute jeune, elle a perdu, qui était très puissante, et toute jeune, elle a perdu tous ses pouvoirs. Donc, mais elle finit par vivre chez sa grand-tante dans une auberge magique. Tout est vraiment magique dans cette auberge, la maison répond, etc. Il y a des pièces qui se rajoutent. C'est vraiment l'ambiance très cosy, famille, etc. Avec les voyageurs qui viennent dans cette auberge. Ce sentiment très fan family, très sympathique. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce que l'histoire soit aussi profonde que ça. Il y a vraiment une recherche d'identité, essayer de retrouver ses pouvoirs, une vraie quête, renard qui parle, incroyable, et une petite romance comme il faut. C'est vraiment un tout qui fait du bien à la lecture, qui fait du bien au cœur. Mon résumé ressemble à rien du tout, mais bon, faut le prendre comme ça. De toute manière, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce livre là, les résumés c'est pas ce qui manque, je pense. Donc
Je me suis un peu... J'ai pas trop cherché à en savoir pour au moins la lecture. Ça va être sympa, on va essayer de le lire. Ça a été très sympa. J'ai vraiment aimé la profondeur qui m'a surprise. Oui, c'est ça, moi je pensais ce serait un petit truc tranquille, facile, et au final il y a quand même un vrai méchant, des vraies questions qui se posent, qui est gentil, qui est méchant, pourquoi on fait ça, qui je suis, comment je me définis, comment les autres se définissent par rapport à moi, dans quel camp on est tout simplement, pourquoi on fait ces choix là. Ça a vraiment été une... pour ça, hop, j'ai mal aux jambes de rester comme ça. Ça a vraiment été une très très bonne lecture de ce côté-là. Donc j'ai mis 17 et c'est pour ça que je voulais un petit peu l'évoquer dans ce bilan. Ensuite, il y a plusieurs livres où j'ai mis la note de 18 sur 20. Donc on va parler de Assistant to the Villain, le tome 1 et le tome 2 que j'ai découvert cet été. C'était aussi vraiment super cool. Ce que je pourrais dire, pourquoi j'ai mis 17 et pas 18, donc pareil au niveau des résumés, on est sur, comment dire, l'assistante, on est sur la Cozy Fantasy. Donc il faut croire que c'est quand même un thème que j'aime bien, que j'ai découvert du coup l'année dernière et que j'ai pas mal apprécié puisque j'en ai lu du coup un petit peu plus. Donc là on est Assistant to the Villain de, alors c'est Anna Nicole Meirer, voilà on va dire comme ça. On est sur le personnage de Evie, donc jeune femme qui a sa famille à charge puisque son père est malade, donc infirme. Elle a sa petite sœur qui va encore à l'école, donc qui peut pas se débrouiller toute seule, et sa mère n'est plus là, donc il n'y a vraiment que elle pour porter la famille, pour subvenir aux besoins de la famille, donc qui doit travailler tout simplement, même si elle est encore jeune, donc elle a beaucoup de charges par rapport à ça, et elle se fait virer de son boulot. Là, catastrophe, parce qu'elle est obligée d'avoir un travail pour avoir de l'argent, pour pouvoir faire vivre sa famille, parce que les conditions sont un peu compliquées. Et elle va faire une rencontre dans les bois totalement absurde. Elle va rencontrer le vilain. Donc on est vraiment dans un univers médiéval, fantastique, il y a vraiment les gentils, les méchants. Elle rencontre le vilain qui lui propose un emploi. Donc de devenir son assistante, gérer tous ses déplacements, ses petits tracas, lui apporter le café, gérer la paperasse, bureau, etc. Et elle accepte. Donc elle devient l'assistante officielle plus du vilain en question. Et il va y avoir plusieurs choses, on va se rendre compte que le vilain est attaqué, il faut le protéger aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est l'humour. L'humour est vraiment un personnage à part entière du livre. L'humour est hyper important dans la narration, dans la relation entre les personnages aussi. C'est le plus, ce petit plus là qui m'a fait le mettre au-dessus de tenir une auberge magique. Parce que l'humour est incroyable. La romance aussi, on est vraiment sur une romance mais slow burn, tout le monde voit à 10 milliards de pourcents la romance, sauf les protagonistes principaux de cette romance là. Du coup Evie et le vilain, c'est un secret pour personne au bout de 100 pages, hein, on sait. Mais ouais, tous les personnages sont vraiment hyper intéressants, bien poussés aussi. Dans le premier tome, on pourrait penser que il n'y a que les personnages principaux, mais tous les personnages secondaires autour, la petite bande, la petite troupe qui suit tout le monde, est vraiment incroyable. On s'attache à tout le monde, on a envie que tout le monde survive, que tout le monde ait son happy end. C'était hyper bien, c'est pour ça que j'ai pratiquement lu dans la foulée, je pense, le tome 2, tellement j'avais apprécié le 1 et qu'à la fin j'étais en mode mais non, il faut la suite, c'est incroyable. Donc voilà. Autre livre où j'ai mis 18 sur 20,
on va être sur une romance de Noël. Alors quand je dis que je lis pas beaucoup de romances, j'en lis oui, en été, printemps, etc. Et j'avoue, j'ai aussi ma petite période romance de Noël depuis quelques temps. J'aime beaucoup, donc là je vais en parler d'une où j'ai mis 18. D'habitude les romances de Noël, je vais dire que je mets la note de 16 parce que c'est cool, je passe un bon moment, mais en vrai après je m'en fiche. C'est un peu du jetable, on va dire. Et il y en a une vraiment, celle-là elle m'a marquée cette année. Cette année j'en ai lu 5 ou 6 je pense, des romances de Noël. Et celle-ci, vraiment super bien. 4 cafés, tome 1, Noël au 4 cafés, tempête de neige au café Cappuccino. De Rachel Rowlands. J'ai pas encore lu le tome 2, je sais pas si je le lirai ou pas, mais j'ai vraiment lu cette petite merveille, ce petit bonbon de Noël, cette petite romance. Donc on est vraiment sur un café, un bar à chat, un café, bar à chat, donc l'ambiance avec tous les petits chats partout, trop mignon, trop bien, c'était vraiment cocooning à souhait. Pourquoi j'ai mis une note un peu supérieure et que cette lecture restera marquée chez moi. Ce livre parle d'un thème quand même hyper important, le deuil d'un animal de compagnie. C'est réduit comme ça dans une romance, on se dit wow, pourquoi? Et c'est vrai qu'en fait le personnage, un des deux personnages, se met un peu à l'écart des animaux parce que ça lui rappelle trop son propre animal décédé il y a quelques temps. Et on a vraiment le parcours, le sentiment de cette personne qui a dû accompagner son animal à mourir, accompagner dans les derniers instants son animal de compagnie, ce qui tue. C'est pas juste, enfin, moi-même ayant un chat, un chien, c'est pas juste un animal qu'on a à côté en plus de notre vie, ça fait vraiment partie de nous. Et j'ai adoré la façon dont ça a été traité, j'ai trouvé ça très touchant, très juste, très vrai. Et voilà, c'est pour ça que pour moi ça a une place particulière, que je voulais en parler. Il mérite d'être présenté, d'être reconnu ce livre-là pour ça, même si la romance aussi est vraiment super cool, très bien traitée, très bien faite, mais ce côté-là pour moi est très important et c'est ce pourquoi je retiendrai ce livre-là. Alors en 18 sur 20, on va parler aussi... donc j'ai lu L'année de grâce. Je vais pas parler de tous les livres que j'ai lus, je pense que la vidéo sera assez longue. Je vais présenter L'année de grâce que j'ai lu cet été. Pareil, que j'ai adoré. Coup de cœur, oui, non, peut-être. Je m'attendais pas du tout à ça. Quand on m'a présenté, quand j'ai vu ce livre-là, L'année de grâce, que tout le monde en parlait, vraiment, moi je me suis dit super, ça va être quelque chose de sympa, peut-être en mode un peu Hunger Games ou comment dire, quête, sororité, etc. Et c'est beaucoup, mais beaucoup plus que ça. Je vais lire le résumé. Pour moi, il faut pas plus. Donc, personne ne parle de l'année de grâce. C'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique ni puissante. C'est un livre, je trouve, qui est hyper important, que tout le monde devrait lire n'importe quand. Moi j'ai trouvé... Alors on le compare à... comment ce livre-là, La Servante écarlate, que j'ai pas lu, que j'ai mis dans ma wishlist. Je pense que je vais le lire prochainement, peut-être ou pas, n'en sais rien. Mais ce livre m'a marqué parce que en fait je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose d'un peu fantastique peut-être, sororité, oui bien sûr, une année dure à vivre, oui carrément. Et en fait
je me suis retrouvée embarquée avec cette jeune fille et on découvre beaucoup plus que ça. On découvre la peur, la façon dont les femmes peuvent être traitées, n'importe qui peut être traité, mais comment les femmes sont traitées dans cette histoire qui en fait n'est pas si éloignée de ce qu'on a pu vivre dans l'histoire, je pense. Pas si éloignée de ce que les gens ont pu penser à un certain moment sur les sorcières ou autres. Et j'ai trouvé ça très très vrai. Euh, la délivrance, la fin, j'ai pleuré, j'ai trouvé ça merveilleusement bien tourné. Toute l'histoire en elle-même est très bien tournée. On voit la profondeur de l'être humain quand on l'oblige à penser d'une certaine manière. Ces jeunes filles qui n'ont que 16 ans, livrées à elles-mêmes pendant un an dans cet endroit, euh, toutes seules, isolées, on leur fait croire des choses sur ce qui se passe en dehors de l'enceinte, mais en même temps elles n'ont pas d'informations donc elles ne savent pas, elles sont totalement perdues. Donc oui, il y a des débordements, oui, il y a des choses qui se passent et on se rend compte comment on peut être les unes envers les autres dans ces moments-là, comment ça peut être dur à vivre, comment le fait d'être exclu peut être vraiment très très dur, très mal vécu. C'est hyper fort la façon dont voilà, puis après on essaie de comprendre pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe réellement. On a envie que les autres le sachent aussi, que ça s'améliore. Voilà, je peux pas trop en dire, mais très marquant, très très touchant aussi. J'ai pleuré à plein de moments, je pense, de mémoire, des moments un peu durs, on s'attache au personnage. C'est normal, c'était hyper très bouleversant. Voilà, je dirais pas ça de plus. Pareil, celui-là, à mon avis, je le relirai dans quelques années pour bien me le remettre en mémoire et pas oublier cette histoire. En 18 sur 20, je pense que je vais évoquer un dernier livre, pareil, que j'ai. En fait, celui-là, je l'ai pas vu passer, à part sur une chaîne. Cette chaîne qui m'a donné envie de le lire. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, personne ne parle de ce livre-là. Et pourtant, c'est un très très bon livre. C'est voilà, le livre des portes de Gareth Brown. Hyper bon livre. Pareil, je ne m'attendais pas à ça. En fait, j'avais vu le bouquin m'avait un peu tapé dans l'œil. Je me souviens plus sur quelle chaîne j'avais vu. Je l'ai vu passer qu'une fois. Il m'avait un peu tapé dans l'œil. Je me suis dit, ah, pourquoi pas. Vas-y, je vais regarder. J'ai lu un peu plus le synopsis. Ça me tentait un peu plus. Je me suis dit, allez, c'est un one shot. On verra bien. Ça risque rien. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ouais, c'est hyper sympa, franchement. Donc le synopsis de base, vraiment pour la faire courte, certains livres qui n'existent qu'en un seul exemplaire ont un pouvoir. Donc on va avoir, donc, là en l'occurrence, le livre des portes. Donc c'est un petit livre que la personne qui possède ce livre-là, à travers ce bouquin magique, peut ouvrir des portes n'importe où, n'importe quand elle veut. T'as une porte, hop, tu ouvres la poignée, bam, tu passes, ça devient n'importe quelle porte. Et il y a plein d'autres bouquins, le livre de la chance, donc celui qui a le livre de la chance sur lui, il est chanceux. Le livre du bonheur, je crois, ou de la joie, je sais plus comment on dit, le livre des illusions, celui qui a le livre, il peut faire apparaître des illusions devant lui. Après, il y a le livre de l'ombre, je crois, on peut se traverser dans l'ombre. Et après, il y a des livres beaucoup moins sympas, genre le livre de la douleur, le livre de la peur. Donc, ces personnes qui ont ces livres sur eux peuvent provoquer la peur ou la douleur chez les autres, ou même chez eux, hein, je pense que ça fonctionne aussi, mais je vois pas pourquoi ils le feraient. Et il y a vraiment une espèce de communauté à part qui sont au courant de l'existence de ces livres et avec des trafics internes, qui veut le livre, qui l'a, pouvoir recenser ces livres-là et à une personne
qui veut tous les avoir et qui cherche désespérément absolument tous les livres pour les posséder, avoir le pouvoir absolu sur tous les autres. Et dans cette histoire-là, on va suivre donc une jeune fille qui s'appelle Cassie, qui, au plus grand hasard, va se retrouver en possession du livre des portes. Donc elle n'est pas du tout au courant de l'existence de ces livres-là, de ce qu'elle a récupéré, même la puissance de l'objet du livre qu'elle a récupéré, de ce qu'elle peut en faire, et elle n'a pas conscience que du coup il y a d'autres personnes qui vont vouloir la choper pour récupérer ce fameux livre. Donc ça va être toute une histoire de poursuite, de fuite, de rencontres avec d'autres personnes. Et vraiment, moi je vais pas faire toute l'histoire, mais bon, grosso modo, il faut comment dire, empêcher la méchante d'atteindre son but, savoir avoir tous les livres, donc la mettre hors d'état de nuire, etc. Et vraiment, l'ambiance était hyper bien, c'était très bien écrit aussi. Le style d'écriture a fait vraiment accrocher à l'histoire. Donc franchement, l'idée même des livres, on a envie de tous que ça existe, enfin on a tous envie que ça existe. Peut-être pas le livre de la douleur ou ce genre de truc, mais c'était super bien et je trouve ça vraiment dommage qu'on ne voit pas plus passer ce livre sur les réseaux parce que franchement il mériterait qu'on parle beaucoup plus de lui. Alors on va passer à une autre catégorie. On va passer au 19, donc les livres où j'ai mis 19 sur 20. 19 sur 20, tout d'abord, j'ai mis 19 sur 20 à la premier tome de la série Dream Harbor. Donc hop. Alors en papier, j'ai pas le tome 1 parce que le tome 1, je l'ai lu sur liseuse. Et après, je me suis dit non, c'est vraiment cool et tout. En plus, ils sont tellement beaux que je vais prendre le reste en papier. À chaque fois que je vais en librairie, je me dis est-ce que j'achète le 1 en papier pour tous les avoir. Je ne l'ai pas encore fait, mais à deux doigts de le faire, je pense. Donc j'ai lu en septembre, septembre j'ai lu le tome 1, en novembre j'ai lu le tome 2, en janvier j'ai lu le tome 3 et j'ai le tome 4 qui m'attend, comme ça, hop, qui m'attend, qui est juste là, prêt à lire. Donc j'ai mis 19 au premier tome pour l'instant. J'ai mis un peu moins, je pense, aux autres. Mais la saga en elle-même est vraiment cool et je l'apprécie. Je pense que j'ai dû mettre 18 à celui-là et peut-être celui-là aussi, mais vu que je l'ai lu en 2026, il compte pas dans mon classement. Donc j'ai mis 18 au tome 2 et 19 au premier tome. Pourquoi? Parce que souvent les premiers tomes on aime plus, on découvre l'univers, la plume, etc. Franchement là je sais pas si je fais un résumé, on est sur une cosy romance dans une petite ville toute tranquille, vraiment c'est une lecture un peu doudou que j'ai dévoré premier tome. C'est assez spicy quand même, bon il pourrait faire moins, franchement ça me dérangerait pas du tout. Je suis pas là pour ça, c'est vraiment plus pour l'ambiance. L'ambiance vraiment cool. Le premier tome, l'ambiance de l'automne, d'Halloween, les fêtes, la citrouille, etc. Hyper présent, donc ça c'était vraiment super chouette. Le tome 2, j'ai été un petit peu déçue parce que... comment dire? Je pensais que ça se passerait en automne. Et en fait non, ça se passe en été. Donc ça se passe tout l'été jusque tout début automne, je crois jusqu'à Halloween peut-être. Enfin, c'est vraiment estival comme lecture, ce que la couverture ne laisse pas du tout penser. Mais bon, c'était quand même hyper sympa. J'ai juste mis un point moins parce que pour moi, l'histoire des énigmes, je trouve ça un peu bancal par moment. Voilà, pas forcément la meilleure façon. Enfin, l'idée était bien, l'idée était là. La réalisation
un peu moins, on va dire. C'est tout, c'est juste mon avis. Mais la saga en elle-même, au complet, est super cool. Et je lirai bien sûr toute la suite qui va sortir. Donc là, j'ai le tome 4 qui m'attend bien sagement. Avec les beaux jours qui arrivent, ça va pas tarder à passer, je pense. Donc je suis très contente pour ça. Il n'y a rien de beaucoup plus à dire à part que c'est les lectures vraiment détentes. Hop. Ensuite, en 19 sur 20, on peut parler de ça. Les Reines Maudites d'Alison Ware, tome 4. C'est une saga que j'adore. Les Reines Maudites, voilà, elles sont... Alors, je sais pas si... Voilà, elles sont juste là. Donc le premier tome, on est en fait sur une réécriture, la biographie des épouses d'Henri VIII. Donc Henri VIII, Henri Tudor, roi d'Angleterre, je sais pas quelle date, y a pas la date là-dessus, non. Est-ce qu'il y a une date? En 1500 quelque chose quoi. En 1500 quelque chose. Donc Henri VIII qui a eu 6 femmes. Chaque tome parle d'une de ses épouses, qu'on suit donc d'abord Catherine d'Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, et là on a Anne de Clèves. En fait j'adore la saga, pour moi c'est vraiment une très bonne saga. Les tomes sont chers quand même parce qu'on est chez Hauteville, mais c'est hyper intéressant à lire, c'est hyper bien fait, on sent que c'est documenté de ouf. Voilà, le premier tome, Catherine d'Aragon était beaucoup plus long parce qu'elle est morte beaucoup plus vieille que les autres, donc il y a beaucoup plus de choses à raconter. Donc c'est un peu frustrant au fur et à mesure de voir les livres rapetisser, on va dire, mais bon, la lecture est toujours aussi cool, aussi intéressante, vraiment on est plongé dans cette époque, dans cet univers, dans leur tête, on a vraiment le point de vue de ces femmes-là. Bon, est-ce qu'elles ont pensé ça? Pas. On peut pas dire, on n'était pas dans leur tête, bien sûr, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et je sais pas si vous avez déjà vu la série Les Tudors, qui est une très bonne série aussi sur cette période-là. On voit la succession de toutes ces épouses, de comment il les a traitées, ce qu'il en a fait, etc. Qui est hyper bien faite aussi. Et bah là, c'est carrément mieux parce qu'on est vraiment, on a vraiment le temps de voir. Et ce qui est aussi très intéressant, ce qu'on n'a pas dans la série, c'est en fait toute la période, soit avant, soit après le règne de ces femmes. Parce que dans la série, c'est le roi qu'on suit. Donc l'histoire du roi, ses épouses, etc. Et elles sont là, elles passent. Même si on suit leurs aventures, enfin leur vie aussi, mais uniquement pendant qu'elles sont proches du roi, qu'elles sont reines, etc. Là on suit aussi leur jeunesse, à partir généralement de leurs 10-15 ans peut-être, on voit quelles personnes elles sont avant d'entrer à la cour, avant de rencontrer le roi. On les suit à ce moment-là et on voit comment elles tombe sous le charme, le roi tombe sous le charme, comment il y a la rencontre, comment on en arrive au mariage tout simplement. Et après on a toute l'histoire de leur parcours de reine et pourquoi le déclin ou pourquoi le décès. On a vraiment tout le point de vue et c'est vraiment hyper bien fait. Là je suis anéantie parce que j'ai toujours pas la suite. On est pourtant à 4 sur 6, hein. Franchement il reste pas grand chose, il reste 2 tomes à sortir. Faudrait les traduire s'il vous plaît. Hauteville, faut traduire ces bouquins parce qu'ils sont trop bien et que oui ce serait joli de tous les avoir aussi. Mais voilà, je suis dans l'attente, c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que je lis aussi un peu de romans historiques. Et en fait là, le fait de ne pas avoir la suite, ça me freine un peu de commencer d'autres histoires, d'autres séries sur d'autres personnes. Parce que j'ai envie de continuer ce fil rouge là
que j'ai. Mais bon, ce ne sera pas tout de suite. Hop, donc là on arrive, 3 derniers livres à présenter, 3 livres où j'ai mis 20 sur 20. Alors tout d'abord, on va parler du Château dans le ciel de Hayao Miyazaki, un des classiques Ghibli. Hop, voilà, comme ça. Donc c'est le livre graphique qui reprend toutes les scènes du film. En fait, c'est les images du film qui sont mises en page avec les bulles de ce que disent les gens, donc sous format manga. Alors, juste le Château dans le ciel, c'est mon Miyazaki préféré de tous les temps. Et j'ai enfin eu ce magnifique bébé que j'ai lu, que j'ai relu déjà en un an. Pour dire, c'est vraiment pour moi la lecture parfaite. Donc ça m'arrive de lire un peu des graphiques, c'est très très rare. J'en ai pas beaucoup, enfin là j'ai quelques... Du coup j'ai Château dans le ciel, Kiki la petite sorcière, Mon voisin Totoro aussi. Il y en a d'autres que j'aimerais bien voir, peut-être pas tous, on verra bien. Mais voilà, juste une petite mention, pour moi c'est un 20 sur 20 parce que le film est un 20 sur 20, les musiques sont un 20 sur 20. Le studio en lui-même est un 20 sur 20. Non, pas 20 sur 20, il y en a quelques-uns que j'aime un peu moins, on va pas se le cacher. Mais voilà, je voulais juste souligner que pour moi, ça, c'est un banger monumental. Et on restera pas là-dessus plus longtemps. Ensuite, 20 sur 20, j'ai mis, hop, grand étonnement, j'ai mis 20 à tous les tomes de Mémoire de la forêt. Donc aux 3 premiers tomes, parce que le 4e est dans ma pile à lire, il est juste là. Hop, je l'ai depuis quelques semaines, je l'ai, mais là j'attends qu'il fasse vraiment beau pour le lire dehors. Je veux le lire dans mon jardin, celui-là. Et donc, je vais garder que le tome 1 en main, parce que ça fait son poids quand même. Donc j'ai mis 20 sur 20. On est sur de la jeunesse, oui. Mais en fait non. Voilà, pour moi c'est... Donc on suit les histoires de Archibald Renard, ce renard là, de sa librairie. Une aventure vraiment rocambolesque. Pareil, je vais pas faire le résumé, tout le monde a vu passer ce livre 1 milliard de fois. Mais moi je l'ai lu et vraiment... c'est une lecture incroyable, une lecture vraiment toutou qui fait du bien au cœur. Quand je l'ai lu après, enfin, on se plonge dedans et c'est vraiment tout doux. Donc là je garde le dernier tome que je vais lire bientôt, mais je vais être anéantie quand il n'y aura pas d'autres suites parce qu'il n'y a que 4 tomes et vraiment je pense que je relirai en boucle les tomes régulièrement. Les illustrations sont magnifiques, vraiment. Sanoé, alors j'ai même pas dit l'auteur, Michael Brun-Arnaud, voilà, et illustré par Sanoé. Les illustrations sont vraiment hyper belles comme ça, en couleur. C'est pour ça que je les ai en papier. Pour moi c'était un peu inimaginable de lire ça sur la liseuse. Ça sur des liseuses couleur, pourquoi pas, mais ça fait vraiment partie là de la mise en page. On a quelques pages comme ça qui sont vraiment belles. Donc oui, c'est un roman jeunesse. Après, faut avoir un bon vocabulaire quand même en tant que jeunesse. Et ça traite du coup là de la maladie de l'oubli-tout, je crois qu'il l'appelle. Donc Alzheimer en fait. Et c'est hyper beau, hyper bien traité. Je trouve ça très intéressant de pouvoir... Il y a un thème vraiment un peu dur dans chaque livre. Là on parle de Alzheimer. Dans le tome 2, on parle de quoi? On parle, je pense, le deuil. Le deuil est un thème assez récurrent. On parle du deuil, on parle aussi de l'amour. Là aussi on parle du deuil, il me semble. À chaque fois je pleure. Pour le dernier,
aussi. J'avoue que le dernier, j'ai même pas lu le résumé, savoir de quoi ça parlait. Je m'en fiche, je vais le lire. Ils sont vraiment bien, faut vraiment les lire, c'est incroyable. Je vais les remettre dans l'ordre peut-être. Hop là. Et dernier livre dont on va parler là pour mes meilleures lectures, mes lectures marquantes de l'année. Celle que j'avais envie de présenter en fait aujourd'hui tout simplement, que j'ai sélectionnée. En dernier, on va parler de La vie invisible d'Adi Larue, que j'ai lu tout début janvier et ça m'a tellement marqué. Vraiment une super lecture. Déjà le livre est beau, je suis trop contente de l'avoir en collector. Vraiment là pour le coup je suis ravie. Je suis vraiment ravie de l'avoir comme ça. Je l'ai eu à Noël en édition collector. Il est trop bien. Il est trop bien. Alors soit ça passe, soit ça casse. C'est un peu ce que tout le monde dit de ce livre-là. On est sur une écriture très lente, très contemplative. C'est un livre adulte quand même. C'est un beau bébé, hein. On s'ennuie pas pour autant, même si c'est lent, même si c'est contemplatif, on s'ennuie absolument pas. Alors pour faire un résumé, c'est l'histoire de Adi qui est né en 1714 et à cette époque-là, donc on a un petit peu... elle devient, je sais pas, elle a 16 ans peut-être, 16-17 ans, donc mariage forcé. Et en fait, elle ne veut pas de cette vie-là, c'est un esprit libre. Elle veut vivre sa vie par elle-même et ne pas appartenir à quelqu'un, vivre par elle-même pour elle-même. Donc elle s'enfuit le jour de son mariage et elle va faire un vœu, le vœu d'être libre. Et ce faisant, une personne, alors je sais pas trop comment décrire cette personne-là, mais une personne un peu mystérieuse, le mal on peut dire, le démon, vient et accorde son vœu. Donc elle sera libre, elle sera immortelle, mais personne ne pourra jamais se souvenir d'elle. Donc elle traverse les âges, elle traverse le temps sans avoir d'accroche, puisque elle ne peut pas, personne ne se souvient d'elle. Donc elle rencontre quelqu'un, tant que cette personne la regarde, elle va lui parler, elle va savoir qu'elle est là. Mais dès que son regard va dévier, il aura oublié, elle aura disparu de sa mémoire. Donc personne ne peut se souvenir de ce qu'elle a fait ou pas. Elle ne peut pas avoir d'impact sur le monde, du coup, puisque ce serait pas logique qu'il se passe quelque chose. Et on la voit comme ça traverser les âges, traverser le temps. Donc on est sur un récit un peu double temporalité. On a des passages du présent et du passé qui s'intercalent, parce que dans le présent, elle va rencontrer une personne qui peut se souvenir d'elle. Et ça va démarrer comme ça. Donc en fait, à partir de là, ils vont vivre ensemble. En fait, elle va nouer des relations avec cette personne. Et en même temps, on va voir des passages de son passé pour comprendre un petit peu comment elle est arrivée là, comprendre sa relation avec le démon qui lui a jeté ce sort. Enfin, comprendre aussi au fur et à mesure un peu pourquoi ce garçon peut se souvenir. Ciao ciao! Et de l'importance que ça a. Et vraiment, c'était beau à lire, c'était très troublant. La fin était... on est tenu en haleine, mais jusqu'à la fin, pareil, c'était un gros coup de cœur là-dessus. Ivy Schwab, j'ai lu aussi son autre livre, Galante, qui est plus jeunesse, donc j'ai un peu moins aimé, même si pareil, c'était hyper intéressant aussi. Et là, j'ai Quand nos eaux retourneront à la terre bientôt à lire, pareil, c'est une sacrée bricasse, donc on verra un petit peu quand est-ce que je me le case, à quel moment on va lire ça.
Voilà, je pense qu'on est bon pour cette première vidéo qui va être quand même longue hein, à monter. Je vais essayer de faire au mieux, d'insérer à chaque fois les petites images, les petits graphiques pour pouvoir suivre. Et puis si ça te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit quelque chose, ou à t'abonner, hein, tu seras peut-être le premier abonné de la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour parler un petit peu plus de moi et de la chaîne, ce que j'envisage.